Le 7 septembre 2025, tout bascule au Burkina Faso. Sous le volcan éteint de Somgand, des capteurs et images satellites confirment un gisement de diamants d'une densité inédite, plus de 3 fois la moyenne mondiale, au point de faire vaciller modèles, cartes et calculs des partenaires. Pour les familles, les commerces, les écoles, qu'est-ce que cela change et que fera Ibrahim Traoré? Entre fierté intérieure et inquiétude extérieure, la pierre devient un test. Souveraineté, discipline, infrastructure, emploi, mais aussi convoitise et dépendance possible dès maintenant, dans un pays longtemps tenu à la marge. Cette enquête promet une chose simple, clarifier ce qui est en jeu. Au-delà de l'émotion et des slogans, il s'agit de comprendre comment une découverte géologique peut redessiner l'éducation, les infrastructures, l'énergie, l'emploi, mais aussi les équilibres politiques et économiques d'un pays enclavé. Le bénéfice pour le public est concret. Distinguer l'opportunité réelle du mirage sans céder ni à l'euphorie ni à la peur. Car chaque richesse soudaine porte un double risque. Accélérer le développement ou créer une nouvelle dépendance. Attirer des partenariats utiles ou réveiller des rapports de force asymétriques. Ce récit suivra donc une ligne claire, ce que promet le diamant, ce qu'il exige en discipline collective et ce qu'il pourrait coûter si les choix dévient. À la fin, une question demeurera ouverte, essentielle. Comment transformer une pierre brute en avenir maîtrisé sans perdre le contrôle du sens ni du tempo? C'est plus de 3 fois la densité mondiale moyenne, à près de 2850 mètres de profondeur. Et ces deux chiffres, confirmés par des capteurs géologiques et des images satellites croisées, suffisent à expliquer pourquoi la découverte de Somgand a immédiatement quitté le registre scientifique pour entrer dans celui de la décision politique. Le Burkina Faso n'avait jamais figuré sur la carte des puissances minières mondiales. En quelques heures, il s'y est invité. Les premiers rapports ont décrit un réseau cristallin presque continu, enfoui sous des couches volcaniques anciennes, si denses que les modèles habituels d'extraction devenaient inopérants. Ce n'était pas seulement une anomalie géologique, mais un changement d'échelle. À partir de là, chaque lecture technique impliquait une conséquence économique, sécuritaire et diplomatique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit les transmissions en temps réel. Les mots qu'il emploie sont mesurés, presque froids, mais le message est si clair. Ce qui vient d'être trouvé n'est pas un cadeau, c'est une épreuve. Dans un pays marqué par l'histoire de la dépendance aux matières premières, la découverte ravive immédiatement la question de la malédiction des ressources, cette dynamique où la richesse du sol finit par fragiliser l'État et la société. À l'extérieur, les réactions sont contrastées. À Washington et à Paris, des notes internes évoquent un possible rééquilibrage stratégique en Afrique de l'Ouest. À Pékin et à Moscou, le ton est plus coopératif, mettant en avant la recherche conjointe et l'expertise technique. Ce décalage révèle une réalité simple. Somgand n'est pas seulement un site minier, c'est un levier potentiel dans les rapports de force globaux. À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi immédiat. Radio nationale, rassemblement spontané, slogan parlant de diamant du peuple. Pour la première fois depuis longtemps, l'actualité nationale évoque la prospérité plutôt que l'urgence sécuritaire. Mais cette ferveur masque mal une tension naissante. Comment protéger ce trésor sans s'enfermer? Et comment l'utiliser sans le vendre trop vite? Sur les pentes poussiéreuses de Somgand, les premiers acteurs ne sont ni des diplomates ni des financiers, mais des ingénieurs, des techniciens et des soldats chargés de sécuriser le périmètre. Les témoignages décrivent une scène presque irréelle, instruments saturés de signaux, écrans vibrants de données, silence tendu autour d'un volcan que l'on croyait endormi. Chaque mètre carré devient soudain stratégique, non par sa valeur marchande immédiate, mais par ce qu'il représente désormais. Dans les villages voisins, l'impact est plus intime.
La nouvelle circule par la radio nationale, puis par le bouche à oreille. À Ouagadougou, un commerçant suspend ses ventes pour écouter les annonces officielles. Des enfants agitent des drapeaux fabriqués à la main. L'émotion est brute, parfois désordonnée, mais profondément collective. Beaucoup parlent d'un moment de reconnaissance, comme si le pays, longtemps ignoré, était enfin regardé autrement. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de fixation symbolique. Dans ses prises de parole, il évite l'euphorie, insiste sur la prudence et l'unité, répétant que la richesse n'a de sens que si elle est maîtrisée. Ce ton tranche avec l'emballement observé à l'étranger où les marchés et les cabinets de conseil commencent déjà à projeter scénarios et valorisation. Ces premiers jours dessinent un contraste net sur le terrain, une attente mêlée d'espoir et de vigilance. À l'extérieur, une lecture plus froide, stratégique, parfois opportuniste. C'est dans cet écart que se joue l'enjeu central. Transformer l'émotion populaire en trajectoire durable sans laisser les décisions s'échapper des mains nationales. Tout commence par une routine presque banale, une mission de prospection géologique menée par des ingénieurs burkinabés avec l'appui de spécialistes étrangers survole le massif central sans attente particulière. Les drones détectent alors des signaux anormaux sous les couches volcaniques de Somgand. Au départ, l'hypothèse dominante évoque une interférence magnétique ou une lecture déformée. Rien encore qui justifie l'alerte nationale. Quelques heures plus tard, le doute bascule. Un second satellite confirme les données. Les chiffres se superposent, cohérents, insistants. La densité mesurée dépasse toute référence connue dans les bases internationales. À midi, la routine administrative se transforme en urgence stratégique. Des hélicoptères militaires décollent, transportant géologues, officiers de sécurité et observateurs mandatés pour vérifier sur place. Le pays entre dans la phase d'activation. À l'approche du site, les communications se font plus rares. Les instruments confirment ce que les écrans annonçaient au déjà. Un réseau cristallin presque continu, figé depuis des millions d'années. Le climax n'est pas spectaculaire au sens visuel, mais total sur le plan décisionnel. Ibrahim Traoré est informé sans délai. Son ordre tient en trois verbes, courts et sans emphase: sécuriser, analyser et communiquer avec dignité. À cet instant précis, la découverte cesse d'être une donnée scientifique pour devenir un acte politique. Le soir même, alors que les images commencent à circuler sur les réseaux internationaux, les marchés s'emballent. Les cours du diamant grimpent brusquement. Les forums spécialisés s'emplissent de spéculations. Certains médias parlent déjà d'un nouveau second souffle africain. Pourtant, à Ouagadougou, le discours officiel tranche nettement avec cette euphorie. Le président affirme que le diamant n'est pas à vendre, mais à protéger. Cette phrase simple agit comme un verrou symbolique. Dans les rues, la réaction est immédiate. Les klaxons cèdent la place aux chants. Des étudiants collent des affiches proclamant «Notre terre, notre avenir». Le slogan se répand plus vite que les analyses économiques. Mais ailleurs, la tension monte. À Washington, des services d'analyse échangent des notes confidentielles sur l'émergence possible d'un nouvel axe de coopération en Afrique de l'Ouest. À Paris, des diplomates évoquent à voix basse une perte d'influence. À Pékin et à Moscou, les communiqués saluent une collaboration scientifique réussie. Les répliques de la découverte se propagent alors sur plusieurs plans. À l'intérieur, le gouvernement convoque des réunions d'urgence pour transformer le choc en stratégie. À l'extérieur, les premières délégations demandent des entretiens, des accès, des partenariats. Chaque acteur évalue ses gains potentiels et ses risques. Ibrahim Traoré, lui, insiste sur une ligne directrice: prouver que cette richesse peut servir le peuple sans le placer sous tutelle. Cette séquence, en quelques jours à peine,
et redéfinit le tempo national. Le Burkina Faso passe du statut d'observé à celui d'observateur actif. La découverte n'a pas seulement déclenché une crise d'attention mondiale, elle a imposé une question centrale. Qui contrôle le rythme quand la richesse surgit trop vite? Avant Somgand, le Burkina Faso se situait hors des classements miniers mondiaux. Après Somgand, il devient un cas statistiquement singulier. Cette bascule se lit d'abord dans trois mesures clés, limitées mais structurantes, qui encadrent désormais toute discussion sérieuse. La première concerne la densité. Les rapports techniques évoquent une concentration moyenne proche de 4 carats par tonne de roche, soit près du double du précédent record régional, et plus de 3 fois la moyenne mondiale observée dans les gisements exploités. Ce chiffre ne garantit pas une extraction immédiate, mais il change l'économie du possible. Moins de volume déplacé pour une valeur potentielle plus élevée, donc moins de pression initiale sur les infrastructures. La deuxième mesure touche à la profondeur. Le réseau diamantifère est détecté à environ 2850 mètres, un niveau où la chaleur et la pression rendent les méthodes classiques inadaptées. Cette contrainte agit comme un filtre. Elle écarte les exploitations rapides et impose un investissement en recherche, en ingénierie et en formation. Autrement dit, le gisement ralentit volontairement ceux qui voudraient aller trop vite, tout en favorisant ceux qui misent sur la maîtrise technologique. La troisième donnée concerne l'impact projeté sur l'emploi. Les autorités évoquent environ 15 000 emplois directs et indirects sur 2 ans, conditionnés à un modèle d'exploitation contrôlé. Ce nombre, pris isolément, reste modeste à l'échelle nationale. Mais son effet réel réside ailleurs. Chaque poste est lié à une exigence de compétences locales, de transfert de savoir et de stabilité institutionnelle. Ibrahim Traoré utilise ces chiffres comme un cadre moral autant qu'économique. Dans ses interventions, il rappelle que la valeur ne se mesure pas uniquement en carats ou en revenus, mais en capacité à transformer une ressource brute en capital humain. Le passage du niveau de départ, marqué par une pauvreté structurelle, au changement recherché, une souveraineté scientifique progressive, devient ainsi lisible et mesurable. Pour les économistes, cette approche ressemble à une équation volontairement prudente. Les gains potentiels sont ralentis, mais les risques systémiques le sont aussi. Pour les partenaires étrangers, les chiffres signalent une opportunité encadrée, non une ruée libre. Pour la population, ils offrent un repère concret moins spectaculaire que les slogans, mais plus durable. Ces données ne promettent pas un miracle. Elles dessinent une trajectoire conditionnelle. Si la discipline institutionnelle tient, le delta peut se consolider. Si elle cède, les chiffres perdront leur sens. C'est précisément à cet endroit que la découverte cesse d'être abstraite et devient un test de gouvernance. Deux lectures opposées se font désormais face, chacune appuyée sur des arguments cohérents. D'abord, la première, favorable à la ligne présidentielle, voit dans Somgand une rupture historique. Selon ses défenseurs, la décision de ralentir volontairement l'exploitation protège le pays contre la malédiction des ressources. En imposant la formation locale, la transparence des données et le contrôle public, le Burkina Faso pourrait convertir une richesse géologique en capital humain durable. Ils soulignent aussi que la rareté technique liée à la profondeur du gisement crée une barrière naturelle contre les acteurs opportunistes et favorise une montée en compétences nationales. À l'inverse, les critiques formulent une inquiétude structurée. Pour eux, retarder l'exploitation comporte un coût réel. Le pays reste confronté à des besoins immédiats en infrastructures, en sécurité et en services publics. Reporter les revenus pourrait accentuer les tensions sociales si les attentes populaires, nourries
par l'annonce de la découverte ne trouvent pas de traduction rapide dans la vie quotidienne. Certains observateurs étrangers ajoutent que la centralisation des décisions accroît le risque d'isolement économique et de dépendance à un cercle restreint de partenaires. Entre ces deux positions, une donnée commune s'impose. Le gisement a déjà modifié l'équilibre des projections nationales. Les partisans comme les sceptiques reconnaissent que le Burkina Faso ne peut plus être analysé avec les mêmes grilles qu'avant Somgand. La question n'est plus de savoir si la richesse existe, mais comment elle est gouvernée dans le temps. Ibrahim Traoré répond rarement directement aux critiques. Sa stratégie consiste plutôt à déplacer le débat. Il insiste sur les indicateurs vérifiables, sur la publication régulière des données et sur l'implication progressive des communautés locales. Ce choix n'éteint pas la controverse, mais il la canalise vers des critères mesurables plutôt que des promesses abstraites. Au fond, ce face-à-face intellectuel révèle une tension classique mais amplifiée par l'ampleur de la découverte. Faut-il aller vite pour répondre à l'urgence ou lentement pour préserver la souveraineté? Le diamant n'apporte pas la réponse. Il oblige simplement le pays à la formuler lui-même sous le regard attentif du monde. Sous la couche diamantifère de Somgand, les équipes identifient des strates de minéraux rares, utilisés dans les batteries, les satellites et certaines technologies de défense. Cette information, confirmée après recoupement des premières analyses, change immédiatement la nature du dossier. La découverte cesse d'être uniquement économique pour devenir stratégique, avec des implications qui dépassent largement le cadre national. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un point de bascule. Jusqu'ici, l'enjeu principal portait sur la gestion d'une richesse visible et symbolique. Désormais, il s'agit aussi de maîtriser des ressources sensibles convoitées dans un contexte mondial marqué par les tensions technologiques et la compétition industrielle. Le gisement n'est plus un trésor à valoriser, mais un levier à manier avec prudence. Cette couche invisible reconfigure les priorités. Elle renforce la nécessité de contrôle public, justifie la lenteur assumée des décisions et explique la multiplication des consultations internes. Le discours présidentiel évolue subtilement, moins centré sur la prospérité immédiate, davantage sur la responsabilité collective et continentale. La richesse devient dangereuse si elle n'est pas partagée, selon ses mots. À l'extérieur, la révélation alimente de nouvelles lectures. Certains y voient une opportunité de coopération renforcée. D'autres, un facteur de crispation supplémentaire dans une région déjà scrutée. Pour le Burkina Faso, une chose est désormais claire. Somgand n'est plus seulement un site minier, mais un nœud stratégique qui impose de redéfinir la trajectoire nationale avec une vigilance accrue. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La découverte impose un changement de posture. Les ministères concernés passent d'une gestion de pénurie à une logique d'anticipation. Budget, cadre juridique et priorités de planification sont revus à l'aune d'une ressource stratégique à long terme. Ibrahim Traoré insiste sur un point précis. La crédibilité de l'État se jouera moins sur l'annonce des revenus que sur la constance des règles. Cette orientation se traduit par des clauses de contrôle public renforcées et par l'idée que chaque décision doit pouvoir être expliquée, documentée, mesurée. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, l'effet est plus ambivalent. Les groupes miniers internationaux multiplient les propositions de partenariat attirés par la densité exceptionnelle du gisement. En réponse, le gouvernement introduit une règle claire, un contrôle national majoritaire dans toute structure d'exploitation. Cette exigence refroidit certains investisseurs, mais en rassure d'autres, notamment africains, qui y voient un cadre plus lisible. Les acteurs locaux, eux, commencent à se positionner non comme sous-traitants, mais comme partenaires techniques en devenir.
Pour les citoyens, l'impact se manifeste de manière progressive. Dans les écoles et les universités, de nouveaux programmes orientés vers la géologie, l'ingénierie et la science des matériaux sont annoncés. Les chiffres avancés parlent d'environ 15 000 emplois directs et indirects projetés à moyen terme, mais l'effet le plus visible est symbolique. Beaucoup perçoivent la découverte comme une reconnaissance tardive de leur valeur collective. Ibrahim Traoré, lors de ses déplacements, répète que le diamant n'est pas une fin, mais un point de départ pour la dignité nationale. Pour la région, enfin, Somgand agit comme un signal. Le Mali, le Niger, la Guinée et d'autres pays observent attentivement l'expérience burkinabé. Et des délégations se rendent sur place, des discussions techniques s'ouvrent. La région, longtemps décrite uniquement à travers l'instabilité, commence à produire un autre récit, celui de nations, cherchant à construire des modèles endogènes de valorisation des ressources. Ce déplacement narratif, encore fragile, constitue peut-être l'une des conséquences les plus durables. Ces quatre cercles ne produisent pas les mêmes effets au même rythme, mais ensemble, il montre que la découverte dépasse largement le cadre minier. Elle agit comme un révélateur forçant chaque acteur, interne ou externe, à clarifier sa position face à un pays qui revendique désormais le droit de choisir son tempo. À la suite de la découverte, les autorités burkinabées élaborent trois trajectoires plausibles pour l'année à venir, non comme des prédictions, mais comme des cadres de décision. Chaque scénario repose sur des choix de rythme, de partenaires et de gouvernance. Le scénario de base est celui de la stabilisation contrôlée. L'exploration progresse sans accélération brutale, les données sont publiées régulièrement et les premières infrastructures de recherche voient le jour. Les revenus restent limités mais lisibles. Les coopérations techniques se concentrent sur la formation et la mise à niveau des capacités locales. La croissance est modérée, mais la confiance institutionnelle se renforce progressivement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le scénario optimiste suppose une coordination régionale plus large. À travers des accords africains et des partenariats sud-sud, le Burkina Faso devient un pôle de référence en matière de gestion souveraine des ressources stratégiques. Les universités attirent Jimiro des chercheurs, les jeunes ingénieurs trouvent des débouchés locaux et le pays gagne en influence sans dépendre d'un acteur unique. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le gestionnaire d'un gisement que comme l'initiateur d'un modèle exportable. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une dégradation de l'environnement politique ou sécuritaire. Des tensions internes, des pressions extérieures ou des défaillances de gouvernance pourraient fragiliser la discipline initiale. La richesse deviendrait alors un facteur de division. Les investissements se feraient plus volatiles, la confiance s'éroderait et la découverte risquerait de reproduire les schémas de dépendance que le pays cherche précisément à éviter. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune n'est automatique. La découverte n'impose pas un avenir, elle ouvre un éventail de possibles conditionnés par des choix concrets. La recommandation centrale qui émerge est simple. Privilégier la cohérence sur la vitesse et la lisibilité sur l'effet d'annonce. Dans un contexte aussi exposé, la capacité à tenir une ligne compte davantage que la promesse d'un gain rapide. Pour une partie de la population, la découverte de Somgand reste abstraite tant qu'elle ne se traduit pas dans le quotidien. Pourtant, des signaux discrets commencent à apparaître. Dans certaines écoles, les programmes s'ouvrent davantage aux sciences appliquées, à la géologie, à l'ingénierie. Pour des familles qui associaient l'avenir à l'exil ou à l'informel, cette orientation change la projection possible. Le savoir redevient une option locale. Pour les jeunes diplômés, l'effet est plus direct. Des ingénieurs et techniciens, jusque-là tentés par le départ, évoquent désormais des perspectives sur Akakartaïtiv sur place.
La vision portée par Ibrahim Traoré agit comme un facteur de rétention symbolique. Elle ne garantit pas un emploi immédiat, mais elle redonne une raison de rester, d'attendre, de se former davantage. Dans un pays marqué par la fuite des compétences, ce déplacement est loin d'être négligeable. Pour les petits entrepreneurs et les commerçants, l'impact est plus diffus mais réel. Le regain de confiance nationale stimule la consommation locale et valorise les produits burkinabés. Certains parlent d'un patriotisme économique encore fragile mais perceptible. Là encore, la découverte ne crée pas la dynamique à elle seule. Elle amplifie un sentiment collectif de reprise en main. Enfin, pour ceux qui regardent le pays de l'extérieur, cette séquence modifie l'image dominante. Le Burkina Faso n'apparaît plus uniquement comme un territoire sous contrainte sécuritaire, mais comme un espace de choix politique assumé. Ce regard extérieur, s'il reste prudent, influence aussi la manière dont les citoyens se perçoivent eux-mêmes. Ces changements ne sont ni spectaculaires ni immédiats. Ils s'installent lentement par touches successives. Mais c'est souvent à ce niveau discret et humain que se mesure la portée réelle d'une transformation nationale. Face à l'ampleur de l'enjeu, les autorités burkinabées formalisent une feuille de route en plusieurs étapes, pensée comme un mécanisme de protection autant que de développement. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais d'aller de façon vérifiable. Chaque étape est associée à un acteur précis, à un calendrier indicatif et à un critère d'évaluation publique. La première étape consiste à créer une autorité nationale des ressources stratégiques dotée d'une autonomie fonctionnelle. Sa mission est claire: centraliser les données, publier régulièrement les chiffres de production et garantir la traçabilité des décisions. Pour Ibrahim Traoré, cette transparence constitue la première barrière contre la capture privée ou étrangère de la richesse. La deuxième étape porte sur la formation. Un institut national dédié aux métiers de la géologie, de la robotique minière et de la protection environnementale doit accueillir plusieurs centaines d'étudiants par an. Le principe est simple: sans compétences locales, aucune souveraineté durable n'est possible. Le savoir devient ainsi un investissement prioritaire, non un effet secondaire. La troisième étape vise l'énergie et les infrastructures. Les revenus liés à Somgand sont fléchés vers des projets visibles à l'échelle locale, notamment des solutions énergétiques décentralisées. L'idée est que chaque territoire concerné perçoive un bénéfice tangible, afin de réduire les tensions sociales et renforcer l'adhésion collective. La quatrième étape s'inscrit dans une logique régionale. Le Burkina Faso cherche à inscrire sa démarche dans des cadres africains de coopération pour éviter l'isolement et mutualiser les compétences. Enfin, une cinquième étape prévoit un audit citoyen permanent permettant aux habitants d'accéder aux informations et de signaler les dérives éventuelles. Cette feuille de route ne promet pas l'absence d'erreurs. Elle propose un cadre pour les corriger. C'est précisément là que se joue sa crédibilité. Au crépuscule, sur les pentes silencieuses de Somgand, le décor a peu changé depuis les premiers jours. Les ingénieurs ferment les générateurs, les soldats maintiennent leur veille, et le volcan éteint retrouve une apparente tranquillité. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Non dans la roche, mais dans la manière dont le pays se regarde lui-même. Le site n'est plus seulement un lieu technique, il est devenu un repère mental presque intime. Un jeune ouvrier se souvient de la visite d'Ibrahim Traoré. Pas de discours solennel, seulement une poignée de main et une phrase simple sur la responsabilité collective. Ce souvenir circule, se répète, se transforme en motif. Il rappelle que ce qui se joue ici dépasse le diamant lui-même. Et il s'agit de la capacité à transmettre autre chose qu'une ressource, une méthode, une exigence, une mémoire commune. Dans les villages évoqués au début, l'émotion brute s'est muée en attente lucide.
Les drapeaux bricolés ont laissé place à des questions plus concrètes. Comment durer? Comment éviter l'usure du symbole? Le récit national ne repose plus sur l'instant de la découverte, mais sur la continuité des actes. Ibrahim Traoré, dans cette séquence, n'apparaît pas comme un héros figé, mais comme un point de cohérence, soumis lui aussi à l'épreuve du temps. La pierre, elle, reste enfouie. Et c'est peut-être là l'essentiel. La véritable richesse n'est pas ce que l'on extrait rapidement, mais ce que l'on choisit de préserver pour construire. À Somgand, le diamant est devenu un rappel silencieux. La dignité ne se proclame pas, elle se pratique. L'histoire de Somgand ne se referme pas avec une découverte ni avec un plan. Elle reste ouverte parce qu'elle touche à une question plus large que le Burkina Faso lui-même. Que fait une nation quand, après des décennies de contraintes, une opportunité majeure surgit sans mode d'emploi? La réponse n'est ni technique ni idéologique, elle est collective. Pour certains, ce récit est celui d'une souveraineté retrouvée. Pour d'autres, un cas d'école sur la difficulté de transformer une richesse brute en avenir partagé. Ibrahim Traoré, dans cette séquence, ne demande pas l'adhésion aveugle, mais l'attention. Il invite à observer, à comparer, à juger sur la durée plutôt que sur l'annonce. Ce qui se joue à Somgand dépasse le diamant. Cela concerne la manière dont un pays africain choisit de parler au monde, sans s'excuser, sans s'isoler, mais sans se dissoudre non plus. Chacun peut y voir un miroir, celui des attentes projetées sur l'Afrique et celui des responsabilités qui accompagnent toute promesse de puissance. La question finale n'est donc pas de savoir si cette trajectoire réussira parfaitement. Elle est plus simple et plus exigeante. Sommes-nous prêts à regarder ces expériences autrement que comme des curiosités et à accepter que l'avenir se construise parfois lentement, à contre-rythme du spectacle?